Loïc, tu peux baisser un petit peu la guitare du retour, s'il te plaît? Comme une guitare, un tout petit peu. Ah merde. C'est encore fort. Nous sommes le samedi 2 septembre dans la réserve naturelle et nationale baie de Saint-Brieuc à Illion. C'est le jour de grande marée, coefficient 112. Ce n'est pas un film touristique, malheureusement. La grande marée verte arrive.
On la vit avançant au milieu des terres par une grande marée, s'imprégner d'humus et de mousse, puis repartir à l'horizon, conquérir de nouveaux soleils. Ils ont tué la baie de Saint-Brieuc. Quand le printemps arrivait, les tombereaux de lisier coulaient jusqu'à ses entrailles, et là le cancer prospérait. Aucun des empoisonneurs n'osa la regarder en face. Ils avaient tous fermé les yeux. Il parit, Dieu même n'y peut rien. Et la mort tomba sur la baie de Saint-Brieuc. Du vert sur la plage, du noir dans le sable, ils ont créé l'enfer sur ce coin de terre. Apprenez que le crime eut lieu à Saint-Brieuc, pauvre Saint-Brieuc. La paix et la mort, on la vit s'avancer avec elle, sans craindre sa faute. Je chanterai l'écume que tu n'as plus, les coques qui regardaient passer le flot, les lançons qui s'effaçaient dans le sable, les arénicoles qui écrivaient des méandres, des vents et des courants, les oiseaux qui baignaient leurs ailes à la pointe des vagues. Pleure ma baie bien-aimée, aujourd'hui tout est vert, tout est noir, ma baie est morte. Ils ont tué la baie de Saint-Brieuc. Élevez mes amis dans la mer éternelle, la croix de son supplice. Nous y inscrirons ces simples mots. Sigy, le joyau de Bretagne, que des hommes ont consumé par lâcheté et par profit. D'après le poème d'Antonio Machado. Et donc amélioré, adapté à la situation par mon philosophe présent sur ma gauche, bien sûr. De la baie de Saint-Brieuc, qui n'est pas celle de Lyon, mais qui est tout aussi touchée par les marées vertes. Pauline. Bonjour, je vais vous exposer en 2-3 mots pourquoi je suis là aujourd'hui. Je réalise depuis quelques semaines une petite bande dessinée qui retrace la disparition de la plage du Valais et la prolifération des algues vertes. Et je mets en scène deux jeunes frères qui sont, pour l'anecdote, mes deux enfants. J'ai juste changé les prénoms parce qu'ils ont peur de devenir connus. Et voilà, je suis à l'amorce vraiment du projet en espérant que celui-ci voit le jour d'ici quelques mois. Donc là, j'ai mis quelques planches et puis les explications, si vous voulez les lire. Voilà. Merci Pauline. Maintenant, je vais demander à Rosie Offray, si elle est dans la salle, de venir. Merci Rosie. Et André. Donc, c'est effectivement, je ne vous présente plus Rosie. Elle a été effectivement rendue célèbre par le film que vous connaissez, qui va passer donc lundi, repasser lundi. Merci Rosine d'être là et d'expliquer avec André ce que c'est qu'être victime des marées vertes. Merci Rosine. Oui, tout à l'heure, donc, je vous parlais des... Ah oui. Je vous parlais donc de cette... J'en profite parce qu'il y a notre ami Julien Vaillant du Télégramme qui est là. Julien, vous êtes là? Oui. Et on a dédié en fait cet après-midi à Caroline Morfoise qui nous a demandé de continuer
la procédure, et donc on va aller en cassation sur cette affaire de décès de son père. Et en même temps, c'est pour nous aussi un appui pour conforter, en quelque sorte, la demande de la famille de Rosie pour, eh bien, effectivement, une reconnaissance de l'accident de son mari dans l'estuaire du Bouessant qui soit lié aux algues vertes. Voilà, alors, elle est courageuse, Rosie. Moi, quand j'ai appris qu'elle avait décidé d'aller en justice, je vous dirais, j'en ai encore les larmes aux yeux, parce que c'est du courage pour toute sa famille, parce que ça va être un travail de longue haleine, mais c'est un combat aussi qui est profitable pour tout le monde, quoi, parce que ça va peser, et ça pèse dans les politiques, dans tous les décideurs économiques, pour qu'au fond, ce cancer de la Bretagne, eh bien, commence à disparaître, quoi. Voilà, et qu'il y ait une réindustrialisation de notre économie, qu'on en finisse avec l'emploi permanent autour de l'agro-industrie. Et donc le combat qu'on va aider Rosie et sa famille, eh bien c'est un combat méritoire et je l'en remercie beaucoup. À toi, Rosie. Merci, merci André. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Donc moi je sais, j'ai rien préparé de particulier. Je me suis quand même posé la question quand on m'a demandé d'intervenir en tant que victime des algues vertes. Donc victime, je me suis posé la question sur le mot victime et donc moi je suis là aujourd'hui, mais les premières victimes c'est quand même Jacques, Thierry et Jean-René qui ne peuvent pas parler, donc on les représente. Après, il y a plein d'autres victimes, sans parler de la biodiversité bien sûr, mais il y a, nous on est victimes de tout ce qui en a suivi, la famille, donc on est plus... Alors en fait, nous on est surtout victimes de cette omerta qui est autour des algues vertes et c'est un peu comme Voldemort, hein, c'est un problème dont on ne veut pas dire le nom et ça devient tout de suite très compliqué, on ne sait plus qu'est-ce qu'on peut dire, à qui et comment, parce qu'on est très vite soit mis dans une boîte, soit jugé, soit utilisé, soit détourné. Donc ça devient très très compliqué et dans ce sens-là, nous, la famille, on a été surtout victimes de tout ce rouleau compresseur qui a suivi donc le décès. Et après, il y a toute une évolution dans nos têtes, dans notre cœur, enfin en nous, et ce qui nous a emmené 2 ans après à porter plainte, parce qu'on a envie de participer à cet élan des associations et de beaucoup de citoyens à faire changer les choses. Et parce qu'on voit qu'on va dans le mur si on continue comme ça. Les algues vertes, c'est un phénomène qui est visible, les algues vertes ça pue, les algues vertes, personne n'aime les algues vertes, c'est pas joli, ça nous empêche d'aller nous baigner sur les plages, oui, ça pue, et donc ça dérange tout le monde, de n'importe quelle opinion qu'on a autrement, à quel système on a envie d'adhérer, les algues vertes ça dérange tout le monde, donc c'est un très bon moyen de faire prendre conscience, parce que les algues vertes c'est une conséquence
du système agricole en place actuellement, mais il y en a plein d'autres qu'on ne voit pas, qu'on a beaucoup plus de mal du coup à mettre en lien avec ce modèle très destructif. Et voilà, c'est pour tout ça qu'on a décidé d'aller en justice, parce que c'est voilà, se battre pour un changement, pour un autre système, c'est aussi la conviction de notre famille. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ces démarches. Et bien sûr pour Jean-René, et bien sûr aussi pour mettre en lumière, comme aussi la famille Orphas, la vérité sur la cause de son décès. Merci Rosie pour ce témoignage poignant et qui nous engage, nous, défenseurs des victimes des marées vertes, eh bien, à continuer le combat, parce que ce combat est noble, c'est un combat pour cette société qu'on voudrait voir ressurgir, et cette société qui aujourd'hui nous amène quand même, qu'on le veuille ou non, à ces conditions climatiques qui sont on ne peut plus désagréables. Merci Rosie, et on continuera à soutenir ta famille comme tous ceux qui sont victimes des marées vertes. Merci beaucoup. À qui je donne la parole? Merci Rosie d'être là, et je me doute bien que tu serais passé intoxiqué par l'hydrogène sulfuré. Vous serez saisi par l'aberration scientifique sur laquelle s'appuie le juge. Alors, il ne faut pas en vouloir au juge, il faut en vouloir à tous les experts scientifiques auxquels il s'est référé. Attention, un juge n'est pas un expert scientifique. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va chercher des experts scientifiques. On ose espérer que c'est en Bretagne, et c'est très récemment en Bretagne, et vous comprendrez pourquoi. Et qu'est-ce qui est dit? Il est dit que même si on peut penser peut-être que Jean-René est mort dans le Ouessant intoxiqué par l'hydrogène sulfuré, on n'est pas sûr que ce soit l'hydrogène sulfuré des algues vertes. C'est un petit peu plus vicieux, je dirais, un peu subtil. En fait, ils reconnaissent qu'il est très probable que Jean-René soit décédé à cause de l'hydrogène sulfuré dégagé par les algues vertes, mais puisque nous avons porté plainte contre l'État et son inaction contre ce fléau, à travers des actions pour aider un agriculteur à un modèle agricole différent, en fait, ils disent que l'hydrogène sulfuré, oui, et les algues vertes, oui, mais on ne peut pas prouver que les algues vertes sont là à cause de l'agriculture intensive, et c'est pour ça qu'ils ont refusé qu'ils n'ont pas donné raison à notre plainte. Donc c'est l'origine des algues vertes, enfin, le lien entre l'agriculture intensive, ou tout le milieu agricole autour, et la présence des algues vertes, ou l'hydrogène sulfuré. Voilà, c'est l'hydrogène sulfuré qui peut aussi provenir d'autres biomasses, voilà, qui est présent dans... Exact, c'est ça, puisque l'hydrogène sulfuré, c'est pas forcément les algues vertes qui sont à cause de l'agriculture, voilà. Vous avez entendu ce qu'a dit Rosie, le tribunal dit, voilà, eh ben, l'hydrogène sulfuré, il peut venir des algues vertes en putréfaction, mais il peut venir aussi naturellement dans ces milieux d'estuaires. Et donc, on ne peut pas discriminer, en quelque sorte, si l'hydrogène sulfuré qui aurait tué Jean-René serait issu de la putréfaction des algues ou serait issu de tous les corps organiques qui sont dans les estuaires.
Et donc, c'est une raison supplémentaire pour écarter la responsabilité de l'État. Or, dès qu'on dit ça, on rentre en contradiction flagrante avec une donnée scientifique de base, qui a d'ailleurs permis la création de toute la baie de Saint-Brieuc en réserve naturelle, que ces milieux extrêmement, ces milieux d'estuariens sont extrêmement riches en biodiversité. Ce sont des milieux où, normalement, je vous présenterai tout à l'heure, vous verrez que ce n'est pas ça du tout, actuellement, ce sont des milieux où viennent les oiseaux. Et pourquoi viennent les oiseaux dans ces estuaires? Parce que ce sont des véritables gardes-manger. Vous avez toutes sortes de vies microscopiques, des vies aussi de bactéries, et des vies de vers, de crustacés, des alevins de poissons, qui viennent là et qui, effectivement, nourrissent les oiseaux. Alors, comment peut-on dire, scientifiquement, que ces milieux produisent de l'hydrogène sulfuré? S'ils produisaient de l'hydrogène sulfuré, il n'y aurait plus une seule trace de vie. Qui peut penser que quand quelqu'un traverse un estuaire, il en meurt, et que tous ceux qui vivent dans cet estuaire se portent bien? C'est ce non-sens scientifique qui a permis, effectivement, de botter en touche pour les juges du tribunal. Bon, cet estuaire, moi je le connais depuis que je suis gamin, bon, maintenant j'ai 80 ans bientôt, et en fait, avant, mais même en tant qu'association Alto Marée Verte, il y a 15 ans, à l'endroit où Jean-René a perdu sa vie, eh bien nous on avait mis un radeau pour démontrer, Alto Marée Verte, un radeau pour démontrer, à partir de ce qu'on appelle le port Crémur, pour démontrer que les moyens mis en œuvre par l'État concernant la lutte contre les marées vertes était très faible. Un radeau par rapport au paquebot qui passait au large de Traillion et ainsi de suite. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de vase. Et j'ai même des photos, je les ai envoyées, d'ailleurs je les ai mis sur les sites. Bon, en fait, c'est bien là, ce que j'expliquais tout à l'heure au journaliste Julien Vaillant, c'est le fait qu'en fait on ne ramasse pas les algues vertes en plus maintenant, que, eh bien, il y a une sédimentation, et ces sédiments, il suffit de prendre un appareil photo, ou simplement sa jumelle, pour voir qu'au moment où la mer monte, ces sédiments repartent dans l'estuaire du Bouessant. Donc c'est pas l'estuaire qui génère la décomposition de matière organique, c'est bien le fait que les algues vertes sont là, et donc remontent dans l'estuaire du Bouessant avec les courants et produisent cette situation catastrophique. Il faut savoir qu'avant, moi j'avais fait une vidéo que j'avais projetée d'ailleurs chez toi à Plestin-les-Grèves, voilà, il y a une quinzaine d'années, où on démontrait qu'avant, on ramassait des coques à la Granville. Moi, je ramassais de l'arénicole, des vers de vase, pour pouvoir aller à la pêche au bar un peu plus loin à Longroche. Il y avait des bigorneaux dans les rochers. Les rochers ont disparu, ils ne sont plus là. Ils sont sédimentés. 3 mètres de sédiments sur la plage de la Granville. Alors qu'on ne nous raconte pas de bobards, quoi. La réalité, c'est bien l'amas d'algues vertes qui produit eh bien, cette toxicité. Et moi je sais bien, Jean-René, il connaissait le coin, puisqu'il est du Fignac. Hein, il connaissait le coin comme moi. Et comme moi, ben, on a pu avancer. Et puis à un moment donné, ben, oui, ben, la situation n'est plus la même 3 ou 4 ans après. Voilà. Donc, non, il faut, moi ce que je dis déjà, lessiver l'estuaire du Bouessant en refaisant retourner, même à vide, le barrage du Pont Roland, même s'il ne fournit pas d'électricité, mais qui turbine et qui lessive l'estuaire du Bouessant, c'est une première des choses, mais surtout que le Bouessant devient un être naturel, soit préservé, comme me disait, il est là mon copain
de l'association de l'eau, là. Lève la main, s'il te plaît. Voilà, bon. C'est lui qui me dit, André, il faut absolument que le Ouessant se redevienne un être vivant et que ça soit un combat de nos associations environnementales. Voilà. Donc, en fait, il y a bien une relation de cause à effet. Ils ne veulent pas l'admettre, mais c'est quand même bien la décomposition. La preuve, le préfet, tu ne l'as pas rappelé, mais Alain, Yves, rappelle la lettre du préfet. Ah oui, la lettre du préfet en plus, ce préfet qui est admirable. Nous avons été interpellés, André Olivreau et moi-même, parce que nous allions dans des endroits dangereux, qui étaient bien sûr la plage de la Grand'Ville, et puis aussi, bien sûr, la vallée l'estuaire du Ouessant. Et pour bien expliquer le danger, et nous dire que vous allez dans des zones qui sont par arrêté municipal de la commune d'Illion interdit au public, eh bien, pour nous expliquer le danger, il décrit précisément ce que nous disons. Vous vous rendez compte, vous creusez du sable, et dans ce sable-là, c'est noir, et il n'y a plus rien qui ne vit dedans. C'est le préfet qui nous le dit. Le jour même où il est condamné pour préjudice écologique. Voilà. Donc c'est dire l'aberration, l'incohérence que sont obligées de sortir les autorités pour ne pas admettre qu'il y ait des victimes des marées vertes. Et c'est dit dans le film, dit, le jour où on reconnaîtra officiellement qu'il y a une personne qui est morte des marées vertes, ah ben ça va ébranler le landerneau de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc il faut trouver des circonvolutions, des incohérences pour ne pas admettre que Jean-René Offray est mort intoxiqué par l'hydrogène sulfuré des marées vertes, comme Thierry Morfoisse et comme en 1989 Jacques Perrin, sans compter toutes les victimes anonymes. C'est ça la force. Et vous savez, nous avons quand même avancé, parce que pendant très longtemps, le danger des marées vertes, ça n'existait pas. C'est Pierre-Philippe qui me l'a expliqué tout à l'heure. Tous les combats qu'il a menés en tant que médecin urgentiste pour pouvoir précisément montrer qu'on pouvait mourir des marées vertes. Et qu'aujourd'hui, au moins, il y a une chose qui est reconnue, c'est que les marées vertes, c'est dangereux. Alors ça ne tue pas les hommes, mais figurez-vous que ça tue les animaux. Parce que les animaux ont droit à la reconnaissance d'intoxication par les algues vertes, mais pas encore les êtres humains. Il y a un jugement du tribunal qui dit qu'il y a un animal, le cheval, qui est mort avec l'hydrogène sulfuré des marées vertes. Les sangliers, l'INERI Celenses disent qu'ils sont morts intoxiqués par les marées vertes. Mais Jean-René Offray, non, il n'est pas mort intoxiqué par les marées vertes. C'est cette aberration-là que nous arriverons progressivement à lever, tant en défendant Rosie et sa famille qu'en défendant Caroline et ses grands-parents. Nous voulons que enfin soit reconnue la vie officiellement, la mort par intoxication à hydrogène sulfuré des marées vertes. C'est plus possible qu'aujourd'hui en Bretagne, eh bien, on en arrive encore à refuser cette évidence. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que nous sommes là, et c'est pour ça que nous continuons le combat. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui veut intervenir Oui, si vous voulez, on va faire passer toute la séquence et on va ensuite faire un débat et vous pourrez poser des questions à Rosie tout à l'heure si vous avez à les poser, puisqu'il y a d'autres intervenantes et intervenants. Donc, pour que l'on puisse clore tout le chapitre des intervenants, nous avons décidé de mettre les questions, les débats à la fin de tout. Merci Rosie, et à tout à l'heure, parce qu'il y aura certainement des questions qui seront posées. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore cette affiche. Les créateurs d'affiches, souvent, ils mettent
signature où on ne comprend rien. Ici, on a la chance, le créateur de l'affiche est ici, Jean-Christophe Balland. Je l'invite à prendre le micro pour dire... Bonjour, très rapidement, en fait, j'habite la baie de Saint-Brieuc et donc j'aime beaucoup nos côtes et malheureusement les algues vertes sont un réel problème. Donc j'étais très honoré que vous me demandiez de faire cette affiche. Et donc je connais André depuis maintenant 20 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc je suis admiratif du combat que vous menez tous et donc très heureux de participer à l'affiche. Et donc moi sinon je suis auteur de bande dessinée et voilà, l'agriculture raisonnée, la lutte contre les pesticides, ça font partie des thèmes qui me travaillent et sur lesquels je travaille. Donc merci. Merci beaucoup Jean-Christophe. Je vous signale, vous informe, qu'il y a des livres sur cette table et sur d'autres tables aussi. Et entre autres, il y a un livre de bande dessinée de Jean-Christophe Balland. Je vous invite à les acheter, bien sûr. Alors, Pierre-Philippe, médecin urgentiste, aux urgences et au SMUR de l'hôpital de Lannion pendant 31 ans. Et en 31 ans, il a vu passer des choses. Dans cette fonction, il a constaté plusieurs accidents, soit mortels, soit gravissimes, produits sur la plage de Saint-Michel-en-Mer. La similitude entre ces accidents l'a conduit à en chercher la cause dans la putréfaction des algues vertes échouées sur cette plage. À la suite de plusieurs signalements répétés de sa part aux autorités, la toxicité extrême des algues vertes a été ainsi reconnue à l'occasion de la mort d'un cheval en 2009 et l'intoxication suraiguë de son propriétaire. Donc Pierre-Philippe connaît les marées vertes depuis longtemps, et je l'ai dit et je le répète, il a été le premier en Bretagne, c'est bien expliqué dans le film, le premier en Bretagne à s'interroger dès 1989 sur la toxicité des algues vertes, à une époque où personne n'imaginait un seul instant que ces algues pouvaient tuer. Pas même moi, bien évidemment, et je pense que je n'étais pas le seul. Donc chapeau Pierre-Philippe, et maintenant il va vous expliquer les dangers des algues vertes et de la putréfaction du bromine sulfuré. Merci Pierre. Merci beaucoup, merci aux organisateurs et à vous d'être présents. Donc avant de parler de mon sujet, juste un petit document, enfin un petit enregistrement audio, il n'est pas très long, hein, il y en a pour 40 secondes. Oui, effectivement, comme le disait si bien Lino Ferrer, ça sent l'hydrogène sulfurique. L'hydrogène sulfurique est en cause pour la majorité des accidents, hein, enfin tous les accidents qui ont été décrits. L'hydrogène sulfuré, l'hydrogène sulfurique, qui est-il? Donc c'est un gaz, sans rentrer trop dans les détails, hein, c'est un gaz qui est dans la formule chimique, c'est H2S, hein. Il est encore appelé disulfure d'hydrogène. Donc il est composé, donc sa formule c'est donc 2 atomes d'hydrogène avec un atome de soufre. Alors comment se forme-t-il? En fait il faut savoir que c'est un gaz qui est présent à l'état naturel.
en particulier dans toutes les ressources énergétiques naturelles, hein, que ce soit le gaz, le pétrole et le charbon. Il est également présent dans les gaz volcaniques. Il est également présent dans les sources thermales. Ça, c'est l'aspect naturel de ce gaz. Par contre, il est présent dès qu'il y a une putréfaction de matière organique en défaut d'oxygène. On appelle ça en anaérobie. Donc, à ce moment-là, effectivement, il y a des dégazages d'hydrogène sulfuré. Ces caractéristiques, donc en fait c'est un gaz qui est plus lourd que l'air, il a une densité de 1,19, donc il a tendance à se reposer un petit peu plus proche du sol, dans une pièce. Il est incolore, il est soluble dans l'eau, soluble dans les graisses également, et il présente une caractéristique, c'est une odeur d'œuf pourri, très caractéristique. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, où trouve-t-on effectivement de façon naturelle dans le charbon, dans le pétrole, dans le gaz naturel et les industries de transformation, que ce soit les hauts fourneaux, les raffineries, on en trouve aussi dans les tanneries liées à la putréfaction des peaux dans des liquides. Dans la transformation des produits alimentaires également. Donc il y a fermentation de matières riches en soufre et donc dégazage d'hydrogène sulfuré. Et bien sûr, dans tout ce qui est traitement des eaux usées, dans les égouts, dans les fosses à lisier, enfin dès qu'il y a matière organique en putréfaction, les algues, bien sûr, les algues en putréfaction. Il faut savoir que quand même c'est la deuxième source de décès par toxique sur le lieu du travail, après le monoxyde de carbone. Et ça se voit surtout dans l'industrie carbo-pétrochimique et chez les égoutiers. C'est un accident bien répertorié chez les égoutiers, donc, qui sont équipés depuis bien longtemps de détecteurs d'H2S, ce qui n'est pas le cas dans d'autres métiers malheureusement. Alors, son mécanisme d'action, c'est un gaz très toxique, parmi les plus violents qu'on puisse imaginer. Il s'apparente exactement au mécanisme de toxicité du cyanure. En gros, il bloque la respiration cellulaire, c'est-à-dire qu'il empêche la consommation d'oxygène par les cellules. Et donc, on comprend très bien que les conséquences sont effectivement primordiales au niveau des organes qui sont le plus demandeurs d'oxygène. Donc ça sera le cerveau, le cœur, l'intestin, le foie et le pancréas. Mais il présente également une deuxième caractéristique, il est toxique par voie directe par sa causticité. Donc il entraîne une toxicité donc, au niveau cutanéo-muqueux, donc c'est pour ça qu'il y a des irritations conjonctivales, une impression de larmoiement, d'avoir le nez qui coule, et surtout au niveau de l'arbre bronchique, c'est-à-dire qu'il attaque les alvéoles pulmonaires et engendre un œdème pulmonaire. Un œdème pulmonaire bien particulier qu'on appelle œdème pulmonaire lésionnel, et pratiquement toutes les autopsies qui ont été faites sur, que ce soit des animaux ou des humains, on a retrouvé un œdème pulmonaire. Donc il est caractéristique quasiment de cette intoxication. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc effectivement, il y a la toxicité de ce gaz est constitutive à trois critères. Le premier, c'est la concentration. Effectivement, on peut comprendre que quand un gaz est très concentré dans une atmosphère, il sera plus toxique que s'il était moins concentré. Et cette concentration-là se mesure en ppm, c'est-à-dire en particules par million. Plus il y a des particules par million dans une atmosphère, plus le gaz sera toxique. Donc, la concentration ppm est à gauche ici sur le tableau. Donc, on voit que pour, je ne sais pas si vous voyez bien, mais pour une concentration de 1 ppm, on commence déjà à avoir cette sensation d'œuf pourri. On perçoit le gaz. À partir de 10 ppm, on a une impression d'irritation des yeux, ça gratte au niveau du nez.
Au niveau de 100 à 200 ppm, c'est là que ça se corse un petit peu parce qu'il aboutit à une anesthésie de l'odorat. Si bien qu'à ce moment-là, effectivement, la perception d'œuf pourri, on ne la perçoit plus. Et donc, on ne peut plus s'apercevoir du danger. À 500 ppm, là, c'est des troubles très graves. Donc, on arrive à conséquences au niveau cérébral et au niveau pulmonaire. Donc, c'est étourdissement, coma, convulsion, dyspnée, œdème du poumon, arrêt respiratoire. Et donc, à 700 et 1000 ppm, on arrive à un décès en quelques minutes uniquement. Il faut savoir qu'à 1000 ppm, il suffit de quelques mouvements respiratoires pour arriver à un taux toxique. Alors, le deuxième critère de toxicité de ce gaz, après la concentration dans le gaz, c'est effectivement la durée d'exposition. Plus on inspire un gaz toxique, plus on va s'intoxiquer rapidement. C'est une évidence. Donc là, on voit par exemple que pour la concentration en ppm, elle est sur la ligne de droite. Pour 370 ppm, au bout de 60 minutes, on a des risques létaux, c'est-à-dire des risques de décès. Après, sans rentrer dans le détail, pour 1 minute, 1500 ppm sont suffisants, mais je pense que c'est surévalué. À 1000 ppm, on a déjà des risques de décès. Il faut savoir que ça, ce sont les risques létaux. Mais il y a des risques de seuil d'effet irréversible, et dans ce cas-là, il faut diviser ces chiffres par 3. C'est-à-dire qu'à 300 ppm, on a déjà des risques d'arrêt cardiaque, enfin pas d'arrêt cardiaque, mais de séquelles irréversibles au niveau cardiaque et au niveau pulmonaire. Alors, avant de revenir à quelques exemples, puisque donc il y a un troisième critère que je n'ai pas mis en diapositive, mais qui est, à mon avis, très très important. Donc, je vous ai dit, le premier critère, c'est la concentration dans le milieu ambiant. Le deuxième, c'est la durée d'exposition. Et il y a un troisième qui est souvent occulté, c'est le débit ventilatoire de la personne. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, un humain, au repos, a un débit ventilatoire entre 6 et 8 litres par minute. C'est-à-dire qu'on ventile 6 à 8 litres par minute d'air. Dans le cas d'un effort intensif, par exemple un footing prolongé, il faut savoir que ce débit ventilatoire peut monter jusqu'à 200 litres minute, voire davantage. Donc vous comprenez bien que quand on multiplie le débit ventilatoire par 30, on peut aussi imaginer qu'il ne faut pas des concentrations aussi importantes que ce qu'on a vu tout à l'heure et un délai d'exposition aussi important. Il faut des fois 30 fois moins d'exposition pour arriver à ce décès. C'est ce qui explique que dans la majeure partie des accidents qu'on a eus, c'était des gens qui couraient ou des gens qui étaient en état de stress. Pareil, des animaux qui couraient ou qui étaient en état de stress. Alors, donc, voilà pour ce qui est de la toxicité. Alors, pour le traitement, malheureusement, il n'y a pas d'antidote spécifique pour l'hydrogène sulfuré. Quand on est face à une intoxication en hydrogène sulfuré, on a des mesures symptomatiques, c'est-à-dire qu'on s'attache aux symptômes. Quand quelqu'un est en arrêt cardiaque, on le réanime sur le plan cardiaque. Quand il est en arrêt respiratoire, on le réanime sur le plan respiratoire également. Mais il n'y a pas de traitement spécifique. C'est-à-dire qu'une fois que la toxicité est faite, on s'attache à comme pour un autre accident, il n'y a pas de spécificité particulière. Alors, quelques exemples, parce que j'ai fait une revue de littérature sur 60 ans environ, de tout ce qui a été publié sur les intoxications à l'hydrogène sulfuré. Il y a eu 115 cas décrits et documentés, donc c'est pas si fréquent que ça quand même. Il faut savoir que sur ces 115 cas décrits, jamais jusqu'alors avaient été décrits des cas d'intoxication en milieu ambiant. C'est l'accident de Saint-Michel-en-Grève qui m'a permis d'établir pour la première fois donc, un accident, et ce qui est le même cas que pour les autres accidents qu'on a eu pour les algues vertes, un accident mortel en milieu non confiné, c'est-à-dire
à l'extérieur. Ça montre bien qu'effectivement, on arrive à des taux très très importants. Il faut savoir qu'à Saint-Michel-en-Grève, on a eu des taux de 1000 ppm parce que le dosimètre saturait, mais il pouvait très bien monter nettement plus haut. Donc, pour vous montrer la toxicité de ce gaz et pour vous montrer comment c'est très très particulier, j'ai pris 3 exemples sur ces différents accidents. En 1996 au Québec, dans une usine de transformation de produits alimentaires, il y avait une conduite d'évacuation qui était bouchée dans le fond d'une cuve. Son contremaître qui était à l'extérieur est allé chercher de l'aide, il est revenu avec un deuxième ouvrier qui est descendu également dans la fosse pour voir ce qui se passait. Et puis au bout de la 4e ou 5e marche, il est tombé dans le fond de la fosse également, inanimé. Le contremaître va ensuite chercher le patron de l'usine et il lui dit bien qu'il ne faut peut-être pas descendre dans le fond de la fosse, mais le patron d'usine descend dans la fosse et pareil, même scénario, il tombe inanimé. Il faut savoir que ces 3 personnes sont décédées. Les 3 sont... C'est assez caractéristique d'un accident en chaîne quand on a un gaz toxique. Alors, autre situation, Marseille en 2008. En 2008, donc un père de famille rentre chez lui et il retrouve sa femme, 26 ans, décédée au bord de l'évier, et son enfant, son bébé de 9 mois, qui était dans une chaise haute, décédé également. Après enquête, il s'avère que la mère de famille a voulu déboucher l'évier qui était obturé par des matières organiques qui avaient fermenté dans le siphon, avec une ventouse très probablement. Et donc elle a provoqué une rupture de poche d'hydrogène sulfuré et les 2 sont décédés immédiatement. 3e exemple caractéristique, au Japon, il faut savoir qu'en 2008 et 2009, il y a eu des épidémies, enfin, l'épidémie c'est pas le mot plus approprié, mais il y a eu une cascade de suicides. Il faut savoir que les Japonais sont fervents de suicides un peu élaborés et un peu particuliers. C'est assez ancestral, on parlait anciennement du suicide des mandarins qui se suicidaient en inhalant une feuille d'or qui se bloquait au niveau de la glotte. Donc c'est quelque chose d'assez ancestral. Et donc, en 2008 et 2009, il y a eu des centaines de décès par suicide, des gens qui fabriquaient de l'hydrogène sulfuré dans leur salle de bain. Ils faisaient un mélange avec une recette qui circulait sur Internet, en mélangeant des sels de bain et des produits détergents. Ils avaient la bonne idée, par contre, de mettre un panneau sur leur salle de bain en disant « Attention, gaz toxique » ou « Attention, hydrogène sulfuré ». Si bien que dans cet épisode-là, il n'y a pas eu de suraccident avec les sauveteurs. Par contre, le gouvernement japonais a demandé de supprimer, il a interdit au site de continuer à faire circuler cette recette de fabrication d'hydrogène sulfuré. Plus proche de nous, donc bien sûr, c'est les accidents liés aux algues vertes. Alors, la longue litanie qui s'est produite depuis pas mal d'années. En 1989, Jacques Thérin qui décède en faisant son footing sur la plage de Saint-Michel-en-Grève. 99, au même endroit, plage de Saint-Michel-en-Grève, Maurice Briffaut qui perd connaissance et fait un coma convulsif. 2008, c'est plus proche de chez vous, ici, 2 chiens qui meurent sur la plage d'Illion simultanément. 2009, Thierry Morfoise qui décède au volant de son camion après avoir chargé des algues vertes. 15 jours plus tard, toujours en 2009, Vincent Petit qui se promène avec son cheval sur la plage de Saint-Michel-en-Grève où les accidents de 89 et 99 avaient eu lieu, perd son cheval devant ses yeux en l'espace d'1 minute et lui-même fait des convulsions. 2011, 36 sangliers, 2 ragondins et un blaireau meurent sur l'estuaire du Gossan. 2016, Jean-René Offray, en faisant son footing, décède également sur l'estuaire du Gossan. Donc une longue litanie est sûrement sous-évaluée, mais c'est celle qui est la seule qui a été documentée. Donc.
Donc comme quoi, on ne peut pas dire que tout est bon dans le cochon. Pas tout à fait vrai. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Il y a quelques temps, on me dit, Gilles, tu connais Nathalie Sor? Je dis, bah non, il faut que absolument tu la connaisses, et on a mis du temps, mais aujourd'hui elle est venue pour une chanson qui est de sa création. Nathalie Sor. Merci à vous. Je vais la faire a cappella, j'ai plus de musicien, j'en suis désolée. Ça va retracer vraiment tout ce que André a pu essayer de faire prendre conscience en nous. C'est vraiment, je me suis imprégnée de tout ce qu'il m'a dit, et aussi beaucoup de la bande dessinée et du film. Chaque année le sable est recouvert d'algues vertes. Tous les maires en font volontiers, oui, la cueillette. Dans des camions, ils transportent leurs algues pourries. Ensuite, ils s'étonnent de la mort de Thierry, pendant que les algues tuent. J'attends que la justice veille, et pendant que ça pue, j'attends que les camions viennent. Aujourd'hui, quand des petits de l'estuaire du Guesson, plus le temps passe, plus le problème partout s'étend. Combien de plages vont-ils encore, oui, fermer? Combien de morts devra-t-on encore compter pendant que les algues tuent? J'attends que la justice veille, et pendant que ça pue, j'attends que les camions viennent. Ouh, ouh, pendant que les algues tuent, je souligne le courage des militants. Et pendant que ça pue, je remercie André le rugissant. Merci à André, merci au maire de Cambrai de nous avoir accueillis aujourd'hui ici en tout cas, et plus on sera à prendre conscience et plus on avancera vers quelque chose de positif pour nos côtes. Merci de votre écoute en tout cas, merci.